Hello mes petits croissants aux endives, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bon vieil update lecture des familles. On va faire le point sur les dernières lectures que j'ai terminées, qui m'ont pour la plupart pas transcendé. Vous allez voir que je suis quand même globalement mi-figue, mi-raisin. Il y a quelques fulgurances avec un intersidéral coup de cœur qui s'est hissé très haut dans le top 5 de mes livres favoris de tous les temps. Ça vous donne quand même une bonne idée de l'ampleur du phénomène. Mais pour le reste, on oscille entre de l'excellente surprise à des déconfitures qui m'ont laissé, somme toute, frustrée, interdite, un poil perplexe. Mais on verra ça en temps et en heure, donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Histoire de se mettre dans de bonnes conditions, on va pas plonger directement dans l'eau glacée des déceptions. Au contraire, je vais vous parler d'une délicieuse surprise et je pèse mes mots parce que je n'en attendais pas grand chose. On l'a vu pas mal circuler sur les réseaux et je m'étais dit que ça allait être assez fade et décevant. Mais que nenni, je me suis régalée avec La Princesse et le Croque-Monsieur qui est écrit par Deya Muniz et publié aux éditions Hachette. On va y suivre l'histoire de Lady Camembert qui a l'impression d'être prise à la gorge et étranglée, étouffée par toutes les conventions sociales qui pèsent sur ses épaules de noble. Mais à la mort de son père, elle décide de mettre tout cela derrière elle, d'enterrer toutes ces conventions et de se faire passer pour un homme. Voilà donc comment le comte Camembert, alias Cam pour les intimes, va se retrouver propulsé à la cour de la très charmante princesse Brie qu'elle idolâtre depuis de nombreuses années. Les deux vont devenir très rapidement d'excellents amis et des sentiments vont commencer à éclore, à fleurir ici ou là. Ce qui m'a totalement séduite de prime abord, c'est l'humour, la tonalité qui est instillée par l'autrice. Je trouve que c'est très frais, c'est très drôle, c'est dans l'air du temps, avec beaucoup de réflexions LGBTQIA+, du féminisme, du militantisme, une véritable réflexion sur le spécisme, le végétarisme, l'exploitation animale dans l'univers de la mode en particulier. Le tout nimpé, recouvert d'une bonne dose de gourmandise avec toutes ces références au fromage et au croque-monsieur qui parcourent l'intégralité du récit. Et en plus, pour ne rien gâcher, c'est très mignon. Moi qui suis un peu fleur bleue à l'arrivée des beaux jours et notamment de l'été, j'ai été totalement servie et conquise sans être écœurée. Tout est hyper bien dosé, le tout dessiné avec beaucoup de peps et de fraîcheur. Franchement, c'est un sans faute. À mon sens, si vous avez aimé Le Prince et la Couturière de Jen Wang qui était publié aux éditions Achilleos il y a quelques années, vous ne pourrez qu'aimer La Princesse et le Croque-Monsieur, Parole de Scout. Puisqu'on parle de choses qui donnent faim, j'en profite pour vous glisser quelques mots sur le sponsor de la vidéo du jour avant d'enchaîner avec les autres livres. Et ce partenaire, vous le connaissez très bien puisqu'il s'agit d'HelloFresh. HelloFresh, c'est un service qui propose des box clés en main avec les courses, les menus, les recettes et qui va alléger considérablement votre charge mentale. Après avoir fixé le nombre de repas souhaités pour la semaine et indiqué le nombre de personnes dans votre foyer, vous allez ensuite pouvoir sélectionner vos repas parmi une foule de recettes alléchantes, saines et gourmandes. Fini la prise de tête, adieu le repas qui se ressemblent tous et bye bye le gaspillage. Vous allez adapter votre box au plus juste et les équipes préparent vos ingrédients au gramme près en limitant au maximum les intermédiaires pour garantir la fraîcheur, la qualité et la diversité des produits qui arriveront en plus directement à la maison. HelloFresh, c'est l'allié ultime qui me permet de maîtriser mon alimentation en mangeant varié, sain. Et surtout, je n'ai plus à me prendre la tête pour savoir quoi manger ou à errer dans les rayons de mon supermarché pour me mettre d'accord sur ce que je veux acheter. Non, là, c'est fini les achats compulsifs et non inspirés. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma ligne et c'est absolument parfait comme ça. Les fiches recettes sont hyper bien fichues, elles sont claires, elles sont complètes. Moi qui ne suis pas une as des fourneaux, je m'en sors toujours les doigts dans le nez. La preuve en image puisque je m'étais lancée dans la réalisation d'un bol au falafel à la coriandre. C'était facile à faire, c'était rapide, équilibré, frais, gourmand. Sincèrement, sans HelloFresh, je pense que j'aurais encore une fois mangé des pâtes au pesto avec du parmesan. Et là, ça fait du bien de changer, mon corps me remercie. Alors si vous aussi vous voulez protéger votre santé et utiliser tout votre temps et votre énergie disponible pour les projets qui vous tiennent vraiment à cœur, n'hésitez pas à faire confiance à HelloFresh et à tester ses services en utilisant le code ALEXYT ou en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran et qui vous permettra de commander votre première box à moins de 3 € par repas et par personne et de bénéficier de 3 cadeaux. Merci encore à HelloFresh pour leur confiance et je vous laisse avec le reste de la vidéo.
Après avoir parlé de cuisine, revenons-en à nos moutons, mais restons quand même dans cette digne continuité, puisque je vous le disais avec la princesse et le croque-monsieur, l'arrivée des beaux jours signe mon retour, mon besoin de sentiments, d'émotions, de scènes un peu olé olé. Bref, c'est la période de l'année où je suis la plus réceptive et demandeuse en matière de romance, et c'est la raison pour laquelle j'ai lu Le goût de nos rêves de Emma Green, qui est publié aux éditions Addictive. Ce roman se situe en plein Paris, et plus précisément dans une coloc interdite aux garçons, qui abrite Olympe, une jeune cuisinière brouillée avec sa famille, et Salomé, sa meilleure amie, sa confidente, sa sœur de cœur, qui elle aussi traîne quelques casseroles puisque sa mère est morte il y a quelques années et que son frère adoré s'est enfui à l'autre bout du monde, ne se donnant même pas la peine de se pointer à l'enterrement. En dépit de tout ça, elles se serrent les coudes et mènent leur barque ensemble, dans la joie, la bonne humeur, les débrouilles, les galères, les emmerdes, mais toujours dans le respect de l'une de l'autre, et cet équilibre bien instauré, bien huilé, va être complètement chamboulé quand Simon, le fameux frère de Salomé, va refaire surface avec en main les clés d'un local reçu en héritage qu'il compte bien transformer en restaurant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre Simon et Olympe, le courant passe difficilement, ou en tout cas il fait tout de suite des étincelles plus ou moins faciles à gérer, et c'est là bien évidemment le terreau parfait, hyper fertile pour mitonner une histoire d'enemies to lovers sur fond de cuisine, de gourmandise, de partage, de tradition, de secrets de famille. Il y a beaucoup de choses qui étaient globalement de très bonnes idées, et pourtant j'ai un peu soupiré tout au long de ma lecture. C'était mon tout premier Emma Green et j'étais quand même globalement séduite par la dynamique entre Olympe et Salomé. Il y a beaucoup de références à la pop culture. J'ai aimé cette belle relation qu'elles ont construite toutes les deux sur base de confiance, de soutien, de sororité. C'est très émouvant de voir deux âmes un peu esseulées qui ont réussi à se reconstruire et à se constituer un cocon rassurant. Elles sont le pilier et l'ossature et le refuge l'une de l'autre, ce qui est vraiment à mon sens le cœur battant de ce roman. Et j'ai en revanche été beaucoup moins convaincue par toute la partie de la narration qui est prise en charge par Simon. J'ai cette sensation d'un texte un peu boiteux, qui a de bonnes idées, mais qui brasse trop à la fois d'idées préconçues, de tropes qu'on a déjà vues 1000 fois, de comparaisons de métaphores et d'images qui sont éculées. J'ai trouvé ça parfois un peu lourdeau, un peu maladroit, et pour autant je l'ai terminé parce qu'il y a de bonnes choses, il y a de bonnes valeurs. Ça reste très gourmand, même si j'ai été frustrée, j'aurais voulu que la nourriture, la cuisine prennent encore plus de place dans le récit, mais j'ai quand même été séduite par les dynamiques entre les uns et les autres, par le rythme, par l'ambiance, donc ça reste quand même une lecture plus qu'acceptable, même si j'en attendais bien davantage. Bon allez, et dernière petite romance de cette update lecture, sous forme d'une excellente surprise dévorée d'une traite. Je me suis couchée à 4h du matin parce que je n'arrivais pas à lâcher ce bouquin. Il s'agit de The Cheat Sheet qui est écrit par Sarah Adams et publié aux éditions J'ai lu. Je l'ai pris, je l'avoue, dans un très beau format hardback avec du jaspage, et c'est une romance qui se passe dans l'univers du sport. Oui, messieurs, dames. Dans ce roman, nous allons suivre les péripéties de Brie et Nathan, qui sont meilleurs amis depuis de nombreuses années. Brie est danseuse responsable d'un studio dans lequel elle donne des cours pour essayer de rendre la danse la plus accessible possible, pour offrir un cadre, une structure et un endroit accueillant pour toutes les jeunes filles qui veulent s'émanciper par le sport, par la danse. Elle est là pour leur donner le goût du travail, de la danse, de leur permettre de se dépasser, de se découvrir, sans se perdre et se mettre en danger avec le côté psychotique du sport à haut niveau et notamment de la danse, avec tout ce que ça peut engendrer de mauvais côtés, notamment dans les relations avec la nourriture et les troubles du comportement alimentaire. Et Nathan, de son côté, est richissime, plein aux as, parce que c'est le quarterback d'une célèbre équipe de football américain. Il vit dans un immense appartement avec vue sur la mer et les deux sont toujours fourrés ensemble. Ils s'entendent comme larrons en foire. La seule ombre au tableau, c'est que Brie est désespérément amoureuse de Nathan depuis des années, qu'elle pense qu'il ne la considère comme rien d'autre que sa meilleure amie, et de l'autre côté, bien évidemment, je vous le donne en mille, Nathan n'a Dieu que pour elle, mais est également persuadé qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Alors oui, vous pouvez d'ores et déjà attacher votre ceinture si vous êtes partante pour une romance très drôle. J'ai adoré les pointes d'humour, surtout de la part de Brie, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est gaffeuse, qui est volontaire, qui est très joviale, qui s'entend bien avec les autres. Je l'ai trouvée très attachante. Nathan, pareil, c'est un chou à la crème, c'est un sucre, quelqu'un de très droit dans ses bottes, de très sain d'esprit. J'ai adoré suivre la dynamique entre les deux et j'ai aussi été charmée
et emballée, d'être frustrée, de les voir se tourner autour et de se morfondre chacun dans leur coin, alors qu'on a juste envie de les enfermer dans une pièce, de leur dire bah voilà en fait, juste vous êtes amoureux, lâchez-nous la grappe, mais c'était un vrai plaisir de les suivre. J'ai trouvé que tout fonctionnait bien sûr l'autrice joue avec les codes du genre, mais c'est quand même s'en extirper et en tirer le meilleur parti. On n'a pas cette horrible trope des 80% où il se passe un truc, les gens communiquent plus et après tout se casse la figure et on passe les 20% restants du bouquin à essayer de rattraper un problème qui n'en est souvent pas un. Là non, on est loin de cet écueil là. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est que la fin est un peu trop mièvre et cucul la praline, ce qui casse, ce qui rompt définitivement tout effet de vraisemblance. Mais franchement, bien souvent quand on ouvre une romance, la vraisemblance, ça passe complètement au-dessus du chignon et on est là juste pour profiter du moment et c'est ce que Sarah Adams nous offre avec beaucoup d'efficacité, de douceur, de talent, d'émotion, d'humour, de rire, de moments qui vont nous serrer le cœur de plaisir. Franchement, The Cheat Sheet vaut carrément le détour et le truc le plus chiant à son sujet, c'est son titre qui est imprononçable. Si vous êtes en train de râler derrière votre écran parce que la romance c'est pas du tout votre tasse de thé, laissez-moi me joindre à vous parce qu'il faut qu'on parle d'une déception très amère. Je suis arrivée au bout de ce roman, mais non, sans mal. Je vous parle du premier tome de Axa Haven qui s'appelle Le Cercle des Sorcières. C'est écrit par Sarah Peyton Smith et publié aux éditions Casterman. Et si j'ai l'air autant blasée, c'est que ce roman est une déception que je n'arrive pas à digérer. Je partais hyper confiante, hyper intriguée, avec des paillettes dans les yeux en me disant trop cool, un récit de sorcellerie qui se passe à New York au début du XXe siècle dans lequel on va suivre Frances, une jeune couturière qui vient de perdre son frère, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle est employée dans un atelier dans lequel les conditions de travail ne sont pas toujours très simples et un soir tandis qu'elle est toute seule devant sa machine à coudre pour tenter de terminer à tout prix une commande hyper urgente, son patron qui n'est rien de moins qu'un déchet humain, un fond de raclure de bidet dans lequel les pires mycoses auraient été mises en jachère, va se pointer, la trouver là et se dire mais tiens, si j'essayais d'abuser d'elle ça pourrait être sympa. Visiblement le gars n'a pas entendu parler du karma parce qu'il va se retrouver plutôt raide mort en train de nager dans son sang puisque Frances ne comprend pas très bien pourquoi mais sa paire de ciseaux de couture s'est retrouvée paf plantée comme ça par magie dans la carotide de son agresseur et suite à cela quand la police tente de la mettre sous les verrous parce que tous les faisceaux d'indices concordent pour la désigner comme la coupable idéale, elle va être embarquée à Axa Haven qui se présente au reste du monde sous la forme d'un sanatorium qui aurait été créé pour soigner les femmes atteintes de tuberculose mais qui s'avère en réalité être une école de magie. Franchement avec un pitch comme ça, j'ai été appâtée, ferrée tout de suite et le début ne m'a pas du tout déçue, il m'a offert tout ce que j'attendais, tout ce que j'espérais. J'aimais beaucoup la contextualisation dans ce New York un peu crade, un peu sordide du début du XXe siècle, la mort du frère de Frances qui visiblement est un peu mystérieuse, elle qui est en plein deuil qui n'arrive pas à s'en remettre, et cette histoire d'école de magie qui débarque d'on ne sait où. Qu'est-ce que je pouvais espérer de plus ? Bah je vais vous le dire moi, ce que je pouvais espérer de plus. Je pouvais espérer par exemple une mise en contexte, un système de magie qui aurait été creusé, abouti, sensible, tangible, plausible et prenant. Là, c'était mou du genou. Alors, il faut aussi que je nuance ce propos parce que l'un des autres gros avantages de ce roman, c'est qu'il dénonce l'école de magie Axa Haven parce qu'on se dit ok, ça va être un endroit où Frances va pouvoir prendre pleinement conscience de sa puissance, de ses capacités, de ses pouvoirs et surtout s'émanciper de sa condition de femme qui, au début du XXe siècle, est toujours un peu approximative où on se dit ok, entourée de femmes, elle va pouvoir vraiment déployer ses ailes. Sauf que non, à Axa Haven, on vous apprend la magie certes, mais pour devenir une bonne épouse, une bonne femme au foyer, on vous apprend à cuisiner, à faire de la couture, à vous débarrasser plus vite des tâches ménagères, et c'est tout. Dans ces conditions, bien sûr que la magie ne fait pas rêver parce que Frances est la première déçue, la première frustrée, la première à en vouloir davantage, surtout pour essayer d'élucider le mystère qui règne autour de la mort de son frère, qu'elle n'arrive pas à sauter de la tête à aucun moment. Cette personne est monomaniaque, on la comprend, mais ça la rend, mine de rien, assez détestable à suivre. Je vais pas vous mentir qu'il y a quelques paires de baffes qui se sont perdues en cours de route, si vous voulez mon avis. Ce qui m'a agacée, en revanche, c'est la façon dont l'autrice a dynamité, a dilapidé
idée, tout le potentiel magique de tout ce qui sortait de AXA Heaven, parce que rien n'a de consistance, rien n'est plausible, rien n'a de véritable enjeu, c'est plat, c'est pas crédible et surtout c'est prévisible au possible. Même un enfant de 8 ans aurait pu prédire tous les rebondissements, j'aurais pu vous les lister les yeux fermés avant qu'ils se produisent, tellement c'était téléphoné, ça n'avait aucune personnalité. On voyait les fils pendre à des milliers de kilomètres, je veux dire, il fallait pas être Sherlock Holmes pour se douter de qui était le méchant, de qui allait retourner sa veste, de ce qui se tramait en fond. Et cerise sur le gâteau, c'est l'épilogue. J'avais envie de jeter le livre par la fenêtre. C'est clair et net que je ne lirai pas la suite parce que je vois déjà d'ici ce que ça va donner et ça ne m'intéresse pas. C'est pas original pour dessous, c'est caricatural. On dirait vraiment un mauvais film de série B et je trouve ça dommage d'avoir gâché un récit qui avait autant de potentiel, qui avait autant de bonnes idées sur notamment le féminisme, comment lier magie et féminisme autrement qu'avec la figure de la sorcière émancipée et toute puissante et persécutée. Je trouvais ça très intéressant et on aurait pu faire des choses passionnantes et très novatrices. Et non, on tombe dans un vieux truc de young adulte qui n'a aucune gueule, aucune intelligence. Je suis désolée, j'ai pas aimé. Cela dit, si vous avez lu et aimé ce bouquin, venez en parler avec moi dans les commentaires en essayant de pas spoiler celles et ceux qui seraient intéressés. Mais j'ai vraiment envie d'échanger, de débattre, de comprendre ce qui vous a autant séduit parce que je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. En revanche, si vous aimez la fantasy, la magie, les univers très originaux et que vous êtes amateur ou amatrice de musique, je ne peux que vous inviter à découvrir la version bande dessinée de Bord de terre d'après le roman éponyme de Julia Thévenot qui a été mis en dessin par Timothée Leman et publié aux éditions Sarbacane. Bord de terre, je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler à quel point ce livre fait partie de mes favoris de tous les temps. Je sais plus si c'était en 2019 ou en 2020, je vous le citais partout, dans mes bilans, dans mes recos, dans mes favoris, dans mes updates. Bref, c'était Bord de terre à toutes les sauces et je continue à aimer et à défendre ce titre bec et ongles. Et il y a au moins 2 ans de cela, Juliette Evenot nous avait teasé sur Instagram de façon très énigmatique une potentielle bande dessinée qui serait tirée de cet univers. Et après des années d'attente, j'étais le jour J de la publication en librairie pour me le procurer. Et finalement, j'ai traîné la patte, j'ai lambiné parce que j'avais peur d'être déçue. Mais non, je ne suis pas du tout mécontente. Au contraire, je suis très agréablement surprise de cette adaptation que je vous recommande les yeux fermés. Si vous n'en avez jamais entendu parler, Bord de terre, c'est l'histoire de Inès et Tristan, 2 frères et sœurs qui sont âgés, je pense, entre 11 et 13 ans, et qui un jour, pendant des vacances au camping, vont basculer dans un royaume parallèle qui s'appelle Bord de terre. Cité loin d'être accueillante et aussi démocratique que ce qu'on pourrait escompter, alors que la magie règne là-bas, mais elle est très strictement encadrée et surtout réservée à la noblesse qui encadre son usage, qui passe, fait très intéressant, par la musique. En un mot commençant, si vous avez envie de vous plonger dans un récit qui met en scène une ville assez tentaculaire, brumeuse, dans laquelle les inégalités de classe font rage et qu'un vent de révolte et de colère souffle de plus en plus intensément dans les ruelles, ça peut carrément vous plaire. Surtout que tout est plus complexe, plus fourni, plus nuancé, plus abouti, plus creusé que ce qu'on attend de prime abord d'un tel résumé. Vraiment, faites-moi confiance, les yeux fermés, Bord de terre. C'est une valeur sûre et même si je n'ai pas été totalement séduite par la proposition graphique de Timothée Leman, je dois bien le reconnaître, je reconnais que sa patte est élégante, brumeuse ce qu'il faut à l'image de l'univers imaginé par Juliette Evenot. Je n'ai pas été particulièrement séduite par la caractérisation des personnages, ça reste une affaire de goût très personnelle, très subjective. Par contre, son gros avantage, c'est qu'il rend ce récit plus direct, plus accessible pour un public qui n'aime peut-être pas quand la fantaisie prend trop son temps, quand on se perd en contextualisation, en description, quand on met du temps à arriver au cœur de l'action, au cœur du sujet, parce que dans le roman, il y a un bon gros tiers qui peut être un petit peu indigeste si on ne s'accroche pas. Je sais que plusieurs personnes ont abandonné en cours de route justement à cause de ce démarrage qui a été totalement gommé et compacté pour les besoins du roman graphique. Donc si jamais l'histoire vous tentait mais que le roman ne vous appelait pas outre mesure, foncez, vous serez pas déçus. En revanche, je n'ose pas enchaîner avec le prochain titre parce que je sens que je ne vais pas me faire que des amis avec cette update lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant râlé sur des bouquins et mes lectures dans une vidéo. Mais dans un souci d'honnêteté et de transparence, je ne peux pas garder cette information pour moi. À savoir que j'ai enfin découvert Brandon Sanderson avec Tress de la mer émeraude et que, en dépit d'un début très prometteur et de plein de bons éléments, j'ai été quand même assez déçue. Me tapez pas.
En réalité, je dramatise peut-être un chouïa, j'en rajoute un poil plus que nécessaire parce que je l'ai quand même terminé et globalement bien apprécié. Je crois que je lui ai mis au moins 15 parce que Tress de la mer émeraude, ça raconte l'histoire de Tress, une jeune fille qui vit sur une île. Mon Dieu, la pauvre, qui a l'air grise et sans couleur et sans avenir, sans perspective, posée comme ça sur une mer de sport, parce que oui, là-bas, les mers ne sont pas constituées d'eau comme chez nous, mais plutôt de sport, qui, au contact de l'eau, deviennent d'énormes ronces qui défoncent tout sur leur passage. Donc vous voyez, on n'est pas sur une ambiance très chillos. Mais pour Tress qui vit paisiblement sur sa petite île sans rien demander à personne, en se satisfaisant tout à fait de son quotidien, en faisant sa petite cuisine avec des restes, en collectionnant ses tasses en émail qu'elle adore par-dessus tout, et en rendant visite à Charali, l'homme dont elle est amoureuse, qui est le fils du duc, mais qui se fait passer pour le jardinier parce que lui aussi adore passer du temps avec Tress et qu'il ne veut pas la voir fuir en courant si jamais elle apprenait qui il est en réalité. Sauf que c'est un peu la considérer comme une nunuche parce qu'elle est parfaitement au courant de sa véritable nature, sa véritable identité, et qu'elle s'en fiche comme d'une guigne. Tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir passer du temps avec lui. Et là où ça va se compliquer, c'est que le duc va avoir vent de cette petite amourette naissante, va donc expédier ce fils que de toute façon il n'apprécie pas plus que ça parce qu'il est bavard, pas du tout carriériste, pas du tout avide de pouvoir, et ce gamin va se faire capturer par la sorcière de la mer pourpre, et Tress est décidée à le sauver à tout prix. Ce que j'ai adoré dans ce roman et que je ne peux pas retirer à Brandon Sanderson, c'est l'humour dévastateur qui est mêlé très habilement avec des réflexions philosophiques très profondes qui témoignent d'une intelligence vivace et d'une connaissance approfondie de l'âme humaine et de ses mécanismes et de ses rouages. J'ai trouvé que Brandon Sanderson était un être humain brillant, passionnant, fin observateur et érudit, ce qui nourrit sa plume et la rend d'autant plus piquante et acérée. Bref, si l'occasion se présente, j'aimerais beaucoup boire un café avec ce bonhomme. Là tout de suite, je vous vois derrière votre écran, vous êtes en train de tapoter de l'ongle sur la table en vous disant « Elle est bien gentille la dame, mais paraît qu'elle a pas aimé, sauf que depuis tout à l'heure, elle ne fait que babiller de façon énamourée sur Brandon Sanderson, donc ce serait pas un peu foutu de notre gueule ?» Non. J'arrive, j'y viens, parce que si j'ai adoré la personnalité de la plume du style, j'ai en revanche été beaucoup moins convaincue par la dimension scénaristique, narrative de l'ensemble, parce que ce qui flirtait avec un conte d'apprentissage qui mêle récit de piraterie et découverte du monde par une personne très naïve qui va ouvrir peu à peu les yeux en étant confrontée à différentes cultures, à différents périls, et ben on s'ennuierait presque. J'ai écouté la version audio qui est magnifiquement interprétée, je vous la recommande les yeux fermés, mais au-delà du plaisir que je prenais à savourer la plume, il manquait clairement ce je ne sais quoi qui me faisait revenir, qui m'impliquait dans l'histoire. J'étais pas captivée, j'avais pas ce sentiment besoin et oppressant d'y retourner, de savoir ce qui allait absolument se passer pour avoir le fin mot de l'histoire. Non, pas du tout, j'étais assez détachée et extérieure, ce qui était très bizarre parce que je me suis globalement bien attachée aux personnages qui sont loufoques et hyper bien campés. Grosse mention pour Oulam, le médecin de bord un peu vampirique, esprit immortel, on sait pas bien ce que c'est, mais il est hilarant, je l'aime beaucoup, et je me contenterai de son exemple alors qu'il y a une belle brochette qui est déployée, qui est mise en lumière. Mais non, il m'a manqué ce je ne sais quoi, et surtout, la fin est bâclée. On attend, justement, on est là, on rame, sans mauvais jeu de mots, puisque c'est un récit qui se passe sur un bateau, pour arriver lentement jusqu'au climax, qui retombe comme un soufflé pas cuit. En 2 temps, 3 mouvements, paf paf, tout est résolu, fin. Mais enfin, Brandon qui fait ça, on t'a suivi jusqu'à présent, donne-nous quelque chose à nous mettre sous la dent. Bah non, pas tellement. Donc c'était vachement cool sur certains aspects, et très frustrant sur d'autres. Et pour ma défense, comme c'était notre lecture commune pour le mois de mai sur Patreon, je peux affirmer que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure. Ce ressenti est partagé quand même assez majoritairement. C'est pas moi la grosse aigrie, d'accord? Enfin pas que. Je passe hyper rapidement sur le prochain titre parce qu'à part vous dire qu'il m'a empli le cœur de guimauve, que j'ai versé quelques larmichettes et que je vous le recommande de tout cœur, j'ai pas grand chose à en dire, mais je tenais quand même à le mentionner dans cette update lecture parce que c'est un très chouette manga. Il s'agit de Ma Mamie Adorée, qui est écrit par Junko Honma et publié dans la collection Renard Doré des éditions Rue de Sèvres. Et comme son titre l'indique très clairement, sans une once de suspense, on va suivre un récit tranche de vie qui met en scène Koumé et Oumé,
petite fille et grand-mère qui vivent ensemble une merveilleuse amitié et j'ai adoré ces petits croquis, ces petites incartades dans leur quotidien à toutes les deux baignées d'amour, de moments de partage. Ça m'a chaviré, ça m'a transporté. Et si vous aimez Le vieil homme et son chat de Neko Maki publié chez Casterman, vous allez aimer Ma mamie adorée. Parce que certes on ne parle pas de chat, mais en termes de douceur, de nostalgie, de flashback, d'émotion, d'amour et d'une très belle relation, on y est complètement, et idem pour les deux dessins que je rapproche parce que je les trouve vraiment très similaires. Puisque nous avons entamé le chapitre des récits familiaux, continuons sur cette lancée avec Les enfants endormis, qui est un roman écrit par Anthony Passeron et lu par Loïc Corbery dans sa version audio disponible chez Audiolib. Si vous aimez les histoires de famille, les portraits intimes, vous ne pourrez qu'être séduit par Les enfants endormis parce qu'Anthony Passeron va excaver tous les non-dits et les secrets de sa propre famille qui sont cristallisés autour de la figure de son oncle qui s'appelait Désiré, qui est mort voilà plus de 40 ans et au-dessus duquel flotte une forme d'omerta, de statu quo, une chape d'oubli, de silence et de honte qui a été soigneusement entretenue par tous les membres de sa famille depuis des dizaines d'années parce que Désiré est mort du sida. Ce qui m'a particulièrement séduite et saisie et émue dans ce roman, c'est à la fois cette espèce de quête intime et personnelle de l'auteur qui va remonter le fil des souvenirs et de l'histoire de sa famille, qui débute avec ses grands-parents pendant les 30 glorieuses, qui ont réussi à s'élever au-dessus de leurs conditions d'origine puisque sa grand-mère était une émigrée italienne qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans le village, mais qui, grâce au commerce familial, va réussir à trouver sa place et à se faire un nom et une réputation, qui va voler en éclats quand son fils aîné, Désiré, va être atteint de la maladie du sida, alors qu'au début elle est totalement méconnue puis très rapidement associée à la drogue, à l'homosexualité, à des styles de vie dissolus et marginaux, plongeant les malades dans des situations personnelles dramatiques qui m'ont fendu l'âme et qui sont très bien retranscrites et mises en parallèle parce que d'un côté l'auteur nous parle de sa famille, mais de l'autre il nous dresse, il nous brosse un bref historique quand même assez complet et assez précis de l'histoire médicale, de la recherche autour du sida, de l'émergence de cette pathologie, des premiers cas signalés, jusqu'à l'explosion, l'épidémie, les premiers traitements, les tentatives. C'était passionnant à suivre, très instructif, et j'ai trouvé que les deux se répondaient bien parce que d'un côté on avait quelque chose de très factuel, d'assez sordide, qui montrait à quel point cette maladie était méconnue, était très mal acceptée même par le corps médical, qui parfois refusait de s'occuper des patients atteints de cette maladie par peur de l'attraper eux-mêmes. Il y a des infirmières qui refusaient de faire des prises de sang à des personnes séropositives et on devait forcer des médecins dans les hôpitaux à s'occuper des malades. Et de l'autre, vous avez cette histoire de famille avec ses secrets, avec ses non-dits, avec aussi la déchirance de cette génération qui suit les 30 glorieuses, qui prend le pas de leurs parents qui ont trimé comme des bêtes toute leur vie pour essayer de se construire un nom, une situation, de se sortir d'une misère parfois indicible et qui se retrouve un peu désœuvré, désenchanté, désargenté, et j'ai trouvé ça bouleversant. La figure de cet oncle perdu dans sa vie qui va gentiment mais drastiquement et irrémédiablement dériver jusqu'à un point de non-retour. Ça m'a retourné, ça m'a ému et je vous le conseille. Bon et alors là on arrive à un gros morceau, à ce fameux livre qui s'est hissé au top, en haut du classement de mes livres préférés de tous les temps, qui m'a retourné, qui m'a bouleversée, qui m'a fait passer par toute une myriade d'émotions et dont je vais être incapable de vous parler justement pour lui rendre hommage à la hauteur de sa beauté et de sa sublime essence. Donc je sais d'avance que je vais être la première frustrée, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de Betty, de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Gellmeister. Lisez-le, soyez traumatisés, ayez le cœur brisé et gonflé d'amour à la fois, et on en reparle après. Plus sérieusement, ce livre, on l'a vu passer partout, il a été encensé par la critique, et j'ai mis des années à m'autoriser à le lire parce que j'avais peur d'être déçue, j'avais peur qu'on l'ait mis sur un piédestal, sans pour autant qu'il soit aussi incroyable que ce que l'opinion générale laissait présupposer. Et oh mon Dieu Quelle claque que ce récit dans lequel on va suivre Betty, une petite fille qui fait partie d'une famille de 6 enfants et dont la particularité réside dans l'origine de ses parents parce que sa mère est blanche et son père Cherokee dans l'Amérique profonde du milieu du XXe siècle, ce qui n'est pas une mince affaire. Betty, c'est un chant du cygne, c'est un cri d'amour, d'abord d'une fille envers sa mère, puisque Tiffany McDaniel a écrit l'histoire de sa mère Betty. Elle a voulu lui rendre hommage à elle, à sa famille, à son héritage, à son histoire, à travers un livre qui raconte son passé, mais aussi d'une petite fille
à son père, parce que la relation et les liens qui unissent Betty à London, son père, sont d'une beauté époustouflante et d'autant plus déchirant quand, en grandissant, la magie et l'aura de presque divinité qui entoure cette figure paternelle aimante, enveloppante, prêt à tout pour préserver ses enfants de la dureté du monde, vont se distendre. Et une fois n'est pas coutume, je me suis complètement perdue dans ma phrase, mais ce que je voulais dire, c'est que cette relation magnifique va peu à peu se distendre, non pas se casser, ni se fracturer, ni se fissurer de façon dramatique, mais plutôt prendre cette distance obligatoire qui s'insinue, qui s'infiltre inéluctablement entre un parent et son enfant quand ce dernier grandit, prend de l'âge, s'émancipe dans la vie, et Tiffany McDaniel le traduit d'une façon magistralement pudique et poétique et déchirante. Mais là ne s'arrêtent pas les drames, parce que cette famille va avoir son lot de casseroles, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'euphémisme du siècle. J'ai pas envie de les énumérer, de les cataloguer, mais pour autant Betty, c'est le roman sans doute le plus difficile qu'il m'ait été donné de lire de toute ma vie. Il y a des scènes qui m'ont traumatisée, que je revis, auxquelles je repense constamment, tant elles sont inscrites, vissées dans mon cerveau, dans mon cortex. Je pense que je ne m'en débarrasserai jamais vraiment, mais je peux en dire tout autant de toute la beauté, de toute la lumière, de tout l'amour, de toute la chaleur qui se dégage de ce récit qui est tout simplement magnifique. J'ai été particulièrement sensible à l'univers poétique, aux images, aux métaphores, aux contes, aux histoires, à l'imagination, à l'écriture qui sont développées par Tiffany McDaniel, qui fait vraiment la part belle aux envolées lyriques, à la transmission, à la fois d'outils qui vont permettre aux enfants de prendre leur envol, mais aussi malheureusement et presque à corps défendant, d'armes qui vont les plomber, qui vont les clouer sur place et qui vont rendre leur vie plus difficile, parce que les atavismes familiaux, même si on essaie de s'en extirper, de s'en extraire, on n'arrive jamais vraiment à leur échapper. Et j'ai aimé ce mélange de fatalité et de sublime qui déferle, qui irradie, qui surpasse tout. Betty, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument découvrir. Et voilà, sur ces bonnes paroles, nous avons enfin terminé ce petit tour d'horizon de mes dernières lectures. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me raconter dans les commentaires ce que vous avez lu dernièrement, les livres qui vous ont plu, les livres qui vous ont énervé, qui vous ont déçu, ce que vous avez prévu de lire dans les prochains temps. Bref, venez parler littérature avec moi dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. Avant de vous quitter, je tenais également à adresser un énorme retentissant et baveux merci à tous les Pradouillets et Pradouillettes qui me suivent et me soutiennent sur Patreon, grâce à qui je peux continuer à vous proposer du contenu par ici, tout en développant de nouveaux projets. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si l'aventure vous tente. Et d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!